Capsule Business, s'inscrire à la TVA en Pologne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir un numéro de TVA polonais pour votre entreprise. Cela vous permettra de stocker des produits en Pologne, mais aussi de récupérer la TVA sur vos achats en Pologne. Et comme d'habitude, nous allons voir ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Pour les vendeurs Amazon FBA, s'inscrire à la TVA en Pologne est une étape pour profiter du programme CEP. Donc c'est le programme pour l'Europe centrale et ça concerne votre stock en Allemagne. Si jamais vous êtes immatriculé en Allemagne, en Pologne et en République tchèque, vous pouvez demander à Amazon de répartir votre stock entre ces trois pays, ce qui fait que vous allez pouvoir économiser 26 centimes par rapport à un stockage simplement en Allemagne. Pour s'inscrire à la TVA en Pologne, vous avez besoin de remplir deux formulaires. Donc le formulaire NIPS 2 qui permet de s'inscrire au registre des entreprises en Pologne. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il faudra ensuite remplir le formulaire VAT-R qui est la demande de numéro de TVA. Donc nous verrons cette deuxième partie dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez qu'il y a de nombreuses vidéos pour les vendeurs européens consacrées à la TVA qui permettent de s'inscrire à la TVA, de déclarer cette TVA, de déclarer aussi les livraisons intracommunautaires B2B, et ce dans de nombreux pays européens, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni ou d'autres. Et à chaque fois, nous voyons ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Avant de commencer, les petits rappels d'usage. Si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, en mettant un like et en commentant. Et je vous partage ici mon expérience pour vous aider à avancer, mais chaque situation est différente, donc pensez bien à vérifier ce qui vous concerne et à valider que c'est adapté à votre cas. Et si besoin, je peux vous accompagner, le lien vers le formulaire de contact est en description et dans le premier commentaire épinglé. Ceci étant dit, nous allons commencer tout de suite la procédure en récupérant le formulaire NIP2. Pour cela, nous allons aller sur le site du gouvernement polonais. Nous voici sur le site des impôts polonais. Nous allons aller directement dans la recherche et nous allons chercher NIP2. NIP-2. Pour que ça soit plus simple, je vais activer la traduction du navigateur, donc traduire en français. Enregistrement de l'activité commerciale. Donc là, nous avons toute l'explication. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est NIP2 avec un lien vers les formulaires. Et nous allons pouvoir télécharger le NIP2 ici, en sachant que le NIP2 doit être téléchargé, imprimé et rempli sous format papier, puis envoyé par courrier à l'administration fiscale polonaise. Nous verrons ça dans les prochaines étapes. Nous allons déjà commencer par le télécharger et nous allons pouvoir commencer à le remplir. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé de version anglaise, donc il va falloir le remplir en polonais. Donc on nous informe au début en nous disant que les champs clairs sont remplis par le déclarant et que les champs sombres sont remplis par l'administration. Remplir en lettres majuscules à l'encre noire ou bleue. Donc en 1, on a l'identifiant fiscal NIP avec un petit 1. Donc le petit 1 fait référence à une explication à la fin du formulaire. Donc on l'a ici. Le formulaire peut être soumis soit en tant que déclaration d'identification, soit en tant que déclaration de mise à jour. Le NIP du déclarant, la case 1, doit être indiquée uniquement dans une déclaration de mise à jour. Donc ce qui est assez normal. Donc là, on ne va pas remplir la case 1 car nous, on veut avoir un nouveau NIP. Donc les champs 2 et 3 sont en grisé, donc ils sont à remplir par l'administration. Le 2 est le numéro du document et le 3 est le statut. On nous indique ici NIP2, déclaration d'identification, déclaration de mise à jour d'une personne morale ou d'une unité organisationnelle dépourvue de personnalité juridique étant contribuable ou payeur. Le formulaire est destiné aux personnes morales et aux unités organisationnelles dépourvues de personnalité juridique qui sont contribuables ou payeurs d'impôts ou payeurs de cotisations à l'assurance sociale ou à l'assurance maladie, à l'exception des entités inscrites au registre national judiciaire pour lesquelles le formulaire NIP8 est prévu. Le formulaire NIP2 est également destiné à réaliser une déclaration d'identification pour les entités auxquelles aucun NIP n'a été attribué et qui ont été inscrites au registre national judiciaire avant décembre 2014. Donc ensuite, base légale, délai de dépôt conformément aux articles 6, 7 et 9 de la loi. Lieu de dépôt, la déclaration est déposée auprès du directeur du bureau des impôts compétent au sens de l'article 4 de la loi. Nous allons pouvoir passer au formulaire à proprement parler avec le cadre A. Dans le cadre A, on a l'objet et lieu de dépôt de la déclaration. Donc la question 4 est la finalité du formulaire. Cochez la case appropriée. Donc en 1, déclaration d'identification. Donc c'est ce que j'ai coché ici.
Et en 2, déclaration de mise à jour. Et ensuite, en 5, le directeur du bureau des impôts auquel la déclaration est adressée. Donc dans mon cas, je dois indiquer le directeur du bureau des impôts polonais compétent pour les entreprises étrangères. Donc c'est le deuxième bureau des impôts de Varsovie, Śródmieście. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Le cadre B est consacré aux données du déclarant. Donc en B1, les données d'identification, avec en 6 le nom complet, ici Capsule Business SAS. Donc le 7 est une case à cocher en cas de changement au point 6. Donc moi je n'ai pas de changement. Faire bien attention pour le nom de votre entreprise de reprendre le même nom qui est déjà utilisé dans le portail Vie pour votre numéro de TVA français. Donc ça c'est un point d'attention particulier pour les vendeurs Amazon, car Amazon peut être très sourcilleux sur les différences de noms et il peut bloquer la validation de vos numéros de TVA. En 8, le nom abrégé, donc Capsule Business. En 9, le numéro d'identification redon. Le redon est un numéro statistique polonais attribué seulement aux sociétés polonaises. Donc moi j'en ai pas, donc je ne l'ai pas mis. Et le 10, c'est en cas de changement de redon, donc je ne l'ai pas rempli non plus. En B2, informations sur les numéros d'identification obtenus dans d'autres pays. Donc ici, on va rentrer notre numéro de TVA français. Donc avec en 11, le pays. Donc ici, Francia pour France. En 2, le numéro de TVA français. Et en 13, motif de la déclaration, donc soit 1, numéro actuel, ce qui est mon cas, soit 2, numéro non actuel. En B3, données sur l'enregistrement. Donc en 14, le nom de l'organisme qui tient le registre. Donc dans mon cas, je suis enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris. En 15, le nom du registre, donc c'est le registre du commerce et des sociétés, le RCS, société. En 16, le date d'enregistrement ou de modification. Donc moi, je suis enregistré depuis le fin février 2025. En 17, le numéro dans le registre. Donc ici, c'est votre sirène. En 18, il faut cocher en cas de changement dans le cadre B3. Donc ça n'est pas mon cas. En B4, date concernant l'activité. Donc dans la notice, on nous indique que les dates concernant le statut de payeur de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, cases 5 et 6, sont remplies uniquement par les entités ayant coché le carré numéro 2 au point 86. Donc le point 86, section pour les employeurs payeurs polonais, donc c'est-à-dire des gens payant des salaires en Pologne. Donc moi je ne suis pas concerné car je ne vais pas payer de salaire en Pologne ni être payeur d'impôts polonais pour des employés. Donc le B4 ne doit pas être rempli dans mon cas. En B5, l'adresse du siège, donc avec en 21 le pays, donc ici la France. En 22, c'est le Voïvodie, une région administrative polonaise. Donc moi je ne suis pas concerné. Le 23 c'est pareil, c'est un district, c'est spécifique aux adresses polonaises. En 24 la commune, donc moi j'ai rempli la ville, j'ai pas rempli la commune. En 25 la rue, donc la rue verte. En 26 le numéro de maison, donc ici c'est le 9. En 27 le numéro d'appartement, donc moi j'ai pas d'appartement, mais sinon il faut l'inscrire ici. En 28 le code postal, donc ici 75 000. En 29 la localité Paris. En B6 nous avons les données de contact. La fourniture des informations dans la partie B6 n'est pas obligatoire. Les données inscrites ci-dessous mettent à jour les données précédemment fournies. Donc le téléphone. Donc ici j'ai mis mon téléphone français, plus 33, avec le numéro de téléphone sans le 0 du début. En 31, renonciation au téléphone. Donc c'est une case à cocher si jamais vous aviez rentré un téléphone dans un formulaire précédent. Donc ça n'est pas mon cas comme c'est une inscription. En 32, le fax. En 33, renonciation au fax. En 34, l'email, donc j'ai mis mon email capsulebusinesstv@gmail.com. Et en 35, renonciation à l'email. En B6.1, adresse de boîte postale, avec en 36, adresse pour la correspondance, donc soit 1, oui, soit 2, non. Donc dans mon cas, je n'ai pas de boîte postale, sinon il faut remplir les informations ici, avec en 37 le pays, en 38 le Voïvodie, en 39 le district, en 40 la commune, en 41 la rue, en 42 le numéro de maison, en 43 le numéro de local, en 44 le code postal, en 45 la localité, en 46 le numéro de boîte postale, et en 47 c'est en cas de renonciation. Donc la même chose si vous aviez indiqué une boîte postale et que maintenant vous voulez renoncer à la boîte postale. Donc il y a un petit 2 qui renvoie à une note de fin de page en disant que la remise du courrier s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 29 août 97, ordonnance fiscale, à l'adresse du siège, sauf si l'on a indiqué l'adresse du lieu d'exercice de l'activité ou une boîte postale. Donc moi dans mon cas, comme je n'indique pas de boîte postale,
Le courrier sera envoyé directement à l'adresse du siège social. Nous allons justement passer au B7, adresse des lieux d'exercice de l'activité. Dans une déclaration d'identification, indiquez les adresses de tous les lieux d'exercice de l'activité, y compris grossistes, entrepôts, dépôts. Dans une déclaration de mise à jour, indiquez les adresses en fonction des circonstances et des changements. Si l'espace est insuffisant pour inscrire d'autres adresses, préparez une liste séparée en respectant la structure des cases 49-59. Le formulaire soumis par voie électronique inclut automatiquement une liste. En cas d'adresse atypique, par exemple commerce dans un passage souterrain, activité exercée sur un territoire entier, indiquez les données avec la précision maximale possible. Et en 48, on nous demande si c'est l'adresse pour la correspondance. 1, oui, et en 2, non. En 49, motif de l'inscription de l'adresse, donc soit en 1, exercice de l'activité à cette adresse, ou en 2, cessation de l'activité à cette adresse. Pour les adresses, on a toujours le même format avec le pays, le voïvodie, le district, etc. Me concernant, je laisse le B7 vide, car je n'ai pas de lieu physique d'activité en Pologne en tant que vendeur Amazon. Donc on va pouvoir passer au B8, l'information sur la tenue de la comptabilité. Donc en 60, tenue de la documentation comptable. Donc on nous demande de cocher soit en 1 dans un cabinet comptable ou par un autre prestataire, ou en 2 par ses propres moyens. Donc moi j'ai coché 2 par ses propres moyens. Donc si jamais c'est par un cabinet comptable, il faut remplir le B8.1, cabinet comptable ou autre entité tenant la documentation comptable. Donc en 61, on nous demande son identifiant fiscal NIP, et en 62, son nom complet, nom et prénom. Donc moi je ne l'ai pas rempli car je fais moi-même ma comptabilité. Ensuite on va passer au B8.2, adresse du lieu de conservation de la documentation comptable. Donc là c'est toujours le même format d'adresse avec le pays, le voïvodie, le district, etc. Donc moi, comme ma documentation comptable est à mon siège social, je ne l'ai pas rempli. En C, nous avons les informations concernant les comptes bancaires ou les comptes stock. Donc en C, un compte pour le remboursement d'impôts de trop perçus. Donc c'est ici qu'on va rentrer le compte professionnel de l'entreprise. Donc en 72, le pays du siège de la banque ou de la succursale. Donc ici, moi, c'est un compte français, Franja. En 73, le code SWIFT. En 74, la devise dans laquelle le compte est tenu. Donc moi, mon compte est en euros, EUR. Et en 75, vous avez le numéro IBAN. En C2, autre compte lié à l'activité exercée. Si l'espace est insuffisant, préparez une liste séparée conforme à la structure des cases 76-80. Les formulaires envoyés par voie électronique incluent automatiquement une liste. Donc ça, si jamais vous avez d'autres comptes bancaires, moi j'en ai qu'un pour la TVA, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez les renseigner ici. Avec la case 80 pour fermeture du compte, si jamais c'était des comptes que vous avez rentrés avant et que vous supprimez maintenant. En C3, compte d'une collectivité territoriale compétente pour le versement de fonds prélevés par les bureaux des impôts. Je laisse vide car cette section ne concerne pas les entreprises étrangères, elle concerne les organismes publics polonais. Partie D, forme organisationnelle, lien, information complémentaire. En 86, forme organisationnelle, cochez la case appropriée. En 1, ce sont les entités mères, c'est-à-dire des entités ayant des unités internes distinctes. En 2, unités internes distinctes soumises à l'enregistrement. En 3, entités ne constituant pas une unité interne séparée et n'ayant pas de telle unité. Donc moi, c'est mon cas. En 4, groupe fiscal de société. Et en 5, groupe TVA. En 87, forme juridique. Donc en 1, personne morale, donc c'est mon cas. En 2, entité organisationnelle dépourvue de personnalité juridique. Donc on va voir la suite du D. Donc on va passer à la page 3. 88, forme juridique particulière. Cocher une seule case. Donc là, c'est des formes particulières. Pour la plupart des entreprises, vous allez cocher la dernière case, 999, sans forme juridique particulière. Donc ça concerne par exemple les sociétés civiles exerçant leur activité sur la base d'un contrat conforme au code civil. Par exemple, ça peut concerner les universités, les fonds, l'Église catholique, etc. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la liste car ça serait trop long, mais si vous êtes une entreprise étrangère, vous n'aurez pas besoin de cocher l'une de ces cases. En D1, il faut remplir les données de l'entité mère. Donc moi, dans mon cas, je n'ai pas d'entité mère, donc je n'ai pas besoin de le remplir. Mais si c'est votre cas, si c'est une entité interne qui a une entité mère, il faut remplir l'identifiant NIP de l'identité mère en 90. En 91, son identifiant redon. Et en 92, son nom complet. En case D2, données de l'unité organisationnelle interne. Donc c'est à remplir uniquement par l'entité mère.
Donc si jamais vous avez coché la case 1 au point 86. Donc ça n'est pas mon cas, donc je n'ai pas besoin de le remplir. Pour ceux que ça concerne, en 93, vous avez le motif de la déclaration de l'unité. Donc soit en 1, création, en 2, modification, en 3, liquidation. En 94, le nom complet. En 95, le nom abrégé. En 96, l'identifiant fiscal NIP. En 97, le numéro Régon. En 98, le pays. Et on retrouve ensuite tous les champs d'adresse dont on a l'habitude. Donc on peut passer à la partie D3, données de l'unité organisationnelle d'une collectivité territoriale, à remplir uniquement par une collectivité territoriale dans le cadre de la centralisation des règlements de TVA. Donc là, dans le cas des sociétés étrangères, on n'a pas besoin de le remplir. Et pour finir avec la troisième page, on a le D4, données du partenaire d'une société de personnes, d'un groupe fiscal, d'un groupe TVA. Donc les champs suivants doivent être remplis uniquement si la case 4 ou 5 a été cochée au point 86, ou si on soumet des informations concernant un associé d'une société de personnes. Si l'espace est insuffisant, préparez une liste en suivant les données des cases 111 à 117. Le formulaire envoyé par voie électronique inclut automatiquement une liste. Donc dans mon cas, je ne suis pas un groupe de TVA, donc je n'ai pas besoin de le remplir. Si c'est votre cas, en 111, on vous demande le motif de la soumission. Donc 1, adhésion à une société, groupe fiscal, groupe de TVA. En 2, sortie de la société, groupe fiscal, groupe de TVA. En 3, modification de données. Et en 112, date de l'événement mentionné au point 111. On va pouvoir passer à la page numéro 4 avec la suite. En 113, type d'entité. Donc 1, société associée n'étant pas une personne physique. En 2, personne physique. Et en 3, branche d'un contribuable n'ayant pas de siège sur le territoire du pays. En 114, forme de participation. Donc en 1, société dominante, en 2, société dépendante, en 3, représentant du groupe de TVA et en 4, membre du groupe de TVA. En 115, nom complet, ou alors nom, prénom, date de naissance. En 116, le NIP ou le PZL, barrer la mention inutile. Et en 117, le numéro Redon, ou dans le cas d'une branche, le numéro KRS. Nous arrivons à la partie D5, informations supplémentaires. Donc en 118, type d'activité principale. Pour les entreprises débutant leur activité prévue, selon la classification polonaise des activités PKD. Et en 119, on nous demande le code PKD. Donc dans mon cas, comme je suis une entreprise française vendant en ligne, le code PKD correct est le 4791Z, qui correspond à vente au détail par correspondance ou via Internet. Afin de trouver votre code PKD, donc le plus simple c'est d'aller sur Google et de taper code PKD. Le premier lien vous donne la liste de tous les codes PKD. Donc là, évidemment, c'est en polonais, donc ce qui ne va pas être très simple, mais si vous êtes par exemple sur Chrome, il suffit de le traduire en français via Google Translate et vous pourrez trouver votre code PKD. En D5.1, nous avons les statuts particuliers. Donc soit 120 banque ou institution financière, en 121 établissement de travail protégé, en 122 société unipersonnelle du Trésor public, en 123 ateliers d'activité professionnelle et en 124 entités appartenant à la catégorie des entités d'importance économique ou sociale majeure dont les tâches sont exécutées par un chef de bureau des impôts autre que territorialement compétent. Donc pour les entreprises étrangères, normalement vous n'avez pas besoin de remplir ça. En sachant que le 1 c'est statut actuel et le 2 c'est perte de statut. Nous arrivons bientôt à la fin du formulaire. Donc en E, nous avons les informations concernant les annexes. Donc si jamais vous avez des listes jointes, vous devez les indiquer ici. Donc en B2, ça concerne les numéros. Donc moi, j'avais qu'un seul numéro de TVA, le numéro de TVA FR, donc j'ai pas de liste. En B7, c'était sur les adresses supplémentaires. En C2, c'était les comptes additionnels. Et en D2, D3, D4, c'était des sections qui étaient non pertinentes pour moi. Donc moi, je n'ai pas de liste additionnelle, mais si c'est votre cas, il faut les cocher ici. En 126, les documents joints. Donc en 1, une procuration, et en 2, décision de justice établissant un curateur. Donc là, dans ce cas-là, ça ne me concerne pas non plus. Donc nous arrivons enfin à la dernière section, la section F, données et signatures des personnes représentant le déclarant. Donc en 127, la date de remplissage du formulaire, donc là, la date du jour. Donc en 1, nous avons la première personne habilitée à signer, donc avec en 128 le prénom, en 129 le nom, donc ici Nicolas Capsule, et en 130 la fonction et la signature de la personne représentant le déclarant. Donc moi je suis Présès,
qui veut dire président, et ici ma signature. Et en 131 si vous avez un numéro NIP ou PZL, ce qui n'est pas mon cas. Donc s'il y a plusieurs représentants, il faut les indiquer ici en 2 et en 3. En G, nous avons les notes du bureau des impôts. Donc cette partie n'est pas remplie en cas de soumission électronique. Donc là, comme c'est grisé, c'est pas à nous de le remplir. Mais au cas où le formulaire revienne pour des informations complémentaires, par exemple, ces cases-là pourront être remplies par le bureau des impôts. Donc en 140, vous avez les remarques du bureau des impôts. En 141, identifiant de la personne ayant reçu le formulaire. En 142, signature de la personne ayant reçu le formulaire. En 143, vous avez la date. En 144, identifiant de la personne ayant enregistré le formulaire dans le système. En 143, vous avez la date d'enregistrement dans le système. En 144, identifiant de la personne ayant enregistré le formulaire dans le système. En 145, la signature de la personne ayant enregistré le formulaire dans le système. Donc le formulaire est désormais terminé, il n'y a plus qu'à l'envoyer. La vidéo s'arrête ici, nous verrons dans une prochaine vidéo la suite de la procédure avec le remplissage du formulaire VAT-R et l'envoi des 2 formulaires NIP2 et VAT-R au centre des impôts polonais compétent. En attendant, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Si vous avez des questions, des idées de futures vidéos ou que vous voulez simplement aider au référencement, l'espace des commentaires est là pour ça, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir.